Voilà, le feu est fait. Je crois que nous allons pouvoir dormir un peu. Dis-moi, mon ancêtre, d'où vient le drapeau des Catalans? C'est drôle de voir qu'à votre époque, vous posez encore la question. Je pense que tout ce qui nous échappe vous intrigue. Tu sais pas, toi? On parle pas drapeau avec les collègues, hein. Mais à votre époque, vous n'avez pas une piste? Bah des pistes, pas ce qui manque. Eh bien, sois bref, parce que demain, on a de la route. C'est quoi ton niveau en titre de noblesse déjà? Je suis seigneur. Classe. Et tu connais les autres? J'ai déjà du mal à m'occuper de ceux qui sont en dessous à mon niveau, alors pas le temps de s'occuper de ceux qui sont au-dessus. La hiérarchie médiévale, c'est un sacré foutoir. On va juste se contenter de parler de couronnes, de royaumes et de comtés. Les couronnes naissent généralement de l'union de plusieurs royaumes. Les royaumes sont des états dont le chef est le roi. Ce roi possède des terres qu'il confie parfois à des nobles, comme des comtes, auxquels on attribue un comté. Et les seigneuries, ça pue la merde. Au Xe siècle, la Catalogne n'existe pas encore. Le territoire n'est qu'une grappe de comtés tenus par des comtes qui finissent par s'unir, d'abord en groupes plus importants, et ensuite sous l'égide de Ramon Berengue IV, comte de Barcelone. De son côté, l'Aragon, issu lui aussi des ruines de la marche d'Espagne carolingienne, s'allie rapidement au royaume de Pampelune, puis s'en extrait en 1035 lorsque naissent les royaumes de Castille, de Navarre et d'Aragon. En 1162, Alphonse el Cast hérite de ses parents les titres de roi d'Aragon et de comte de Barcelone. Héritant aussi de l'influence qu'avait son père sur les autres comtés catalans, il se retrouve donc à la tête de deux États, le royaume d'Aragon et la principauté de Catalogne. La couronne d'Aragon est née. Cette union conserve la souveraineté des deux États, mais les réunit sous un seul roi. Ah bah oui, c'est plus clair, hein. Non mais c'est pour que tu comprennes un petit peu tout le... voilà... Déjà en 870, la Francie occidentale de Charles le Chauve fait face à de nombreux envahisseurs normands qui rançonnent et pillent le royaume. Pour pas l'aider, les Arabes maintiennent une pression importante par le sud. Charles le Chauve peut cependant compter sur la Marca Hispanica, la marche d'Espagne, fondée par Charlemagne en 785. Le comté de Barcelone est dirigé par Guifré el Pilos, le protagoniste de la légende dont je vais te parler. C'est lui qui plus tard lancera un processus d'unification des comtés, usant de droits de succession et d'habiles manœuvres politiques. Habile, il n'y avait pas un jour sans que Guifré aille faire chez les Français. Attends, t'as connu Guifré el Pilos? Bien sûr que je l'ai connu. Et puis il est quoi de frimer, hein, parce que le nombre de fois qu'il leur a sauvé le cul, ben justement, c'est le cœur de la légende. Charles le Chauve est à nouveau embuscaillé par les Normands. Empêtré, il demande à ses sous-fifres, et notamment ses comtes, de débouler sur le champ de bataille. Alors comte d'Urgell et de Cerdagne, Guifré el Pilos utilise ses troupes pour aider Charles et pour renverser le cours de la bataille. Hélas, pendant le combat, Guifré a été salement touché. Charles le Chauve, reconnaissant de la précieuse aide qu'a apporté le comte catalan, se rend à son chevet. N'ayant nulle autre idée que de faire valoir les droits de son peuple, Guifré lui demande des armoiries. Charles le Chauve plonge alors ses doigts dans le sang perdu de Guifré, puis trace sur le bouclier doré du comte catalan 4 barres de sang. C'est une belle histoire. Oui, mais c'est qu'une légende, apparue au XVe siècle, soit 600 ans après les possibles événements. Écrite par un historien valencien, père Anthony Berrouté. En même temps, si c'est un Valencien qui l'a écrite... Et ces controverses? Il faut savoir que la trace la plus ancienne que nous avons du blason à 4 pales de gueule, c'est sur un joint de cire. On y voit Ramon Berengue IV sur son cheval portant un bouclier où on aperçoit les fameuses barres. Ça date du milieu du XIIe siècle, soit au tout début de l'héraldique. L'héralde quoi? L'héraldique, c'est la science des blasons, des armes ou des armoiries d'une lignée ou d'une dynastie. Faut pas la confondre avec la vexillologie, qui est l'étude des étendards, des pavillons... L'héralde quoi? Retiens juste que pour nous, l'identification de lignées ou de personnes via des couleurs, des formes et des symboles, ça date de 2 ou 3 siècles après la supposée légende de Guifré. Bah, comment qu'on faisait avant alors? Avant, on était capable de reconnaître son ennemi grâce à son visage, à sa couleur de cheveux ou à son équipement. Mais vers le milieu du Moyen-Âge, vu que les armures et les casques devenaient de plus en plus sophistiqués, on avait du mal à percevoir le visage des combattants. Du coup, pour pas s'en mêler les pinceaux, on a commencé à se peinturer des figures distinctives sur les boucliers ou des formes à coller sur les casques. Tout ça afin de ne pas taper un copain lors de la défense du territoire. On n'est pas trop con finalement. Au-delà des doutes évidents sur la véracité de cette légende, certains proposent des hypothèses historiques sur l'origine du drapeau catalan moderne.
C'est un débat qui se livre encore aujourd'hui entre historiens. D'un côté les pro-origines aragonaises, les pro-origines catalanes et les pro-origines provençales. Tous s'accordent à dire cependant que la plus ancienne preuve documentée sur ces armes est celle de notre joint de cire. Un historien aragonais, Guillermo Fatas Cabeza, soupçonne que les barres de sang sont apparues en 1068. En fait, vers le XIe siècle, sous Sanché Ier, le royaume d'Aragon se serait entouré du Saint-Siège et du pape pour se protéger de leurs puissants voisins. Cette protection morale fut obtenue en échange de leur soumission et d'une tonne de blé. Du blé? On n'est pourtant pas réputé pour la meilleure avoine du monde. Du blé et de l'argent. Parce que les catholiques, eux, ils sont réputés pour leur corruptibilité. Sanché reçut évidemment des remerciements pour sa féodalisation, au travers d'une bulle pontificale, un document scellé par un sceau de plomb gravé et quelques fils de soie colorés. Et ces fils, qu'on nomme les lemnisques, de couleur jaune et rouge, sont la base de l'hypothèse de notre historien aragonais. Sanché Ier se serait inspiré des couleurs du Saint-Siège dès le XIe siècle, soit bien avant notre joint de cire. Tout cela repose majoritairement sur le fait que les couleurs papales étaient bien le rouge et le jaune à cette époque. Et là, certains historiens grincent des dents. Parce que ce drapeau papal est plus souvent rapporté sous la forme d'une croix, avec généralement les deux clés croisées de la papauté. Celui-ci fut semble-t-il resté encore en vigueur jusqu'au début du XIIe siècle, sous le pape Innocent III. Attends. Je dois donc présumer qu'il y a eu au moins 2 autres papes qui se sont appelés innocents? Oui, c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Quant aux Catalans, ils s'appuient sur l'hypothèse des peintures qui ornent des tombes à Gérone. Les tombes de qui? Du comte Ramon Berenguer d'Os et de sa grand-mère, Ermesanda de Carcassonne, qui sont enterrés dans cette cathédrale. Assez récemment, les 2 sépultures furent ouvertes et on y découvrit une décoration externe de lignes verticales teintées de rouge et doré. Réalisée à une date indéterminée, elle pourrait être aussi ancienne que l'enterrement du comte, soit l'année 1058. Pour de nombreux historiens, c'est la preuve irréfutable que les 4 pales de gueule trouvent leur origine dans une époque pré-héraldique, d'origine catalane, et non d'un héritage aragonais ultérieur. Alors ça viendrait des Catalans finalement. Eh bien, aucune étude a été faite pour déterminer la date de ces peintures. Et puis, il y a l'hypothèse provençale. Certains historiens et héraldistes comme Michel Pastoureau soutiennent que l'origine de l'écu à 4 pales, c'est-à-dire à 4 barres, trouverait son origine en Provence et qu'il aurait atterri chez les Catalans par le mariage en 1112 de Ramon Berenguer Tresse et de Douce d'Arles, comtesse de Provence. En effet, il semblerait que la région fût été mère de nombreux blasons et écus à pales de gueule. De plus, ce blason aurait pu être choisi pour son opposition à la croix occitane, et ainsi se démarquer des comtes de Toulouse ou de Foix. S'il n'y a qu'une chose à retenir de toutes ces hypothèses, c'est qu'à cette époque, de nombreux nobles étaient en charge de leurs propres unités militaires, qu'ils mettaient au service du roi lorsque ce dernier l'exigeait. De ce fait, de nombreux symboles, marques ou figures ornèrent pendant longtemps les soldats, sans aucun lien avec l'hérédité ou la noblesse. Ces symboles sont plus personnels, ils visent à identifier les troupes de quelqu'un en particulier. D'ailleurs, de nombreux blasons sont issus de légendes et de métaphores autour de ceux qui les portaient. Ils devinrent ensuite des armes à partir du XIIe siècle, comme un héritage de faits nobles accomplis transmis à la descendance, puis finalement en drapeau. Cette transformation étendit sa fonction à la dénomination d'un territoire ou d'une lignée dynastique. Et c'est peut-être ce qu'il s'est passé pour le drapeau de la Catalogne. En gros, si je devais résumer, vous savez plus ou moins quand est-ce que ça a été utilisé pour la première fois, mais vous savez pas quand est-ce que ça a été créé. C'est à peu près ça. Eh ben mon vieux, vos historiens sont aussi balèzes que les nôtres, hein. Bon, ils font ce qu'ils peuvent. Moi je pense qu'il n'y a qu'une seule question qu'il faut se poser. Laquelle? Et si c'était 5 barres dorées sur fond rouge?